ce qu'on a à dire. Il y a une crise aujourd'hui, démocratique, médiatique, du lien. Je veux dire, quand on regarde les chiffres, les gens qui évitent l'info ou s'en protègent carrément n'ont jamais été aussi nombreux. L'élection américaine, avec le fameux tweet de Trump, vous êtes les médias le lendemain, ou bien l'importance, et vous le savez bien, de nouveaux acteurs, etc. Tout ça interroge, des podcasts, le rôle qu'ils ont pris dans la campagne américaine, ces podcasteurs, etc., qui n'ont pas forcément le tampon journaliste. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, premier enregistrement de l'année 2025. Ça fait toujours plaisir de revenir un peu derrière le micro, de redémarrer ça. Et j'ai le plaisir pour ce premier épisode enregistré de l'année, pas forcément diffusé, de recevoir Ludovic Blécher. Ludovic, bonjour. Bonjour François, et merci à beaucoup. Merci à toi Honoré d'ouvrir 2025. Exactement. Puis alors peut-être, je réalisais ça aussi tout à l'heure, pas en préparant l'épisode, mais vraiment ce matin, on est le 7 janvier, c'est les 10 ans de Charlie Hebdo. Donc évidemment, ça compte pour tous les Français, pour tout le monde, c'est un truc important. Et notamment parce que, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on travaillait déjà indirectement ensemble sur le FINP, pour un dossier pour Charlie Hebdo. Donc voilà, on n'est pas plus touché que les autres, mais en tout cas, voilà, on a choisi cette date sans se concerter, et il se trouve qu'à quelques minutes près, ça tombe pour l'anniversaire de ces attentats. Et pour réagir là-dessus, j'ai pensé aussi ce matin, et en effet, au fait que vous aviez travaillé à ce moment-là, vous, pour Cosa Vostra, sur une application. Sur une appli pour Charlie, de dessin. Et puisqu'on va parler d'innovation, évidemment, ça nous a non seulement bousculé, mais ça nous a obligés. Ouais. Et ce qu'on a fait à ce moment-là au FINP, on racontera ce qu'était le FINP, on appelait ça le fonds Google, mais c'était un organisme de financement de projets pour les médias finalement. Ouais. Et immédiatement, on a eu une réaction qui est de se dire, mais comment on peut aider Charlie Hebdo tout de suite? Et donc on a mis en place une mécanique d'agilité pour arriver à faire une donation, évidemment, à Charlie Hebdo à ce moment-là, à soutenir Charlie Hebdo et à apprendre à les soutenir autrement et donc à s'adapter à un drame absolu pour les aider. Voilà. Effectivement, je me souviens bien que vous les aviez aidés, que ça avait été très rapide, il fallait être rapide. Donc voilà, pensez pour les morts, pour les survivants, pour tout le monde dans cette journée d'anniversaire. Donc on a commencé à parler du FINP, on y reviendra par la suite. On va d'abord parler un peu de toi, ton parcours est riche et varié. Tu es journaliste à la base quand même, il faut le rappeler. Je suis pas un journaliste un jour, je pense qu'on l'est toujours. Voilà, journaliste. Donc je me considère toujours quelque part comme un journaliste ou en tout cas un défenseur absolument acharné du journalisme dans toutes ses formes, dans sa diversité, mais en tout cas le combat pour qu'une information vérifiée, juste, qui participe et qui permette d'avoir un débat démocratique, éclairé, de rendre les gens peut-être plus mesurés, de participer à la construction de l'intelligence collective. Voilà, c'est donc tous les rouages de l'information qui m'a toujours animé. Voilà, depuis la création jusqu'à la diffusion, la monétisation, les modèles économiques. C'est pour ça que je disais parcours varié. Donc quand même rapidement, tu étais chez Libé. Comme on le disait, tu t'occupais du service numérique là-bas, puis tu es parti aux États-Unis. Je pense que c'était un peu pivot dans ton parcours pour suivre une chaire sur l'innovation, la Knight Foundation d'Harvard. C'est ça? Je dis pas de bêtises? Ah si, tu dis des bêtises. Juste des bêtises. Alors, merde, voilà. Je vais rétablir. Je pensais l'avoir de mémoire, je n'ai pas travaillé ça. C'est pas la Knight Foundation. Donc j'ai d'abord commencé en effet chez Libération. En tant que journaliste et reporter. Ouais. Et moi, mon truc, ça a été toujours le numérique.
J'avais même fait, pour la petite histoire, à la fac, à l'école de journalisme, là où tout le monde méprisait un peu ce travail de fabriquer un mémoire de recherche. Moi, j'avais fait un travail sur Libération.fr, quelle stratégie pour un nouveau média. Donc, mon rêve, c'était d'être journaliste à Libération, en un seul mot, et voilà, d'inventer une nouvelle histoire médiatique en créant des médias sur le numérique. Et puis, alors, j'ai commencé sur le site internet comme journaliste. Et à cette époque-là, faut bien dire qu'il y avait un mépris assez fort de ces rédacteurs qui écrivaient pour le web, mais du web en général. On appelait ça le web, même pas l'internet, web. Et l'idée, c'était de se dire, mais tant mieux si ce truc-là nous permet de vendre plus de copies papier, mais on va quand même pas réinventer notre journaliste pour ça. Et à tel point que ça m'a obligé à passer un moment sur le papier, où je me suis occupé du terrorisme en Corse, de politique, etc. Et puis après, j'ai évolué en effet du journalisme vers plus les produits, les modèles économiques, etc. En prenant à la fois la direction des éditions électroniques, donc les parties plus produits, business, marketing, et puis la rédaction en chef. Donc j'ai été rédacteur en chef et directeur numérique, on y reviendra, on a inventé des nouveaux modèles à ce moment-là, et notamment évolué sur le payant. Et puis on était regardé là un peu par la rédaction comme quelqu'un qui parlait de produits, quelqu'un qui parlait un peu de marketing, qui parlait de distribution. C'était pas bien ça, c'était plutôt pour la diff, pour la régie, pour la fabrique, c'était pas terrible équipe, quoi. Voilà, donc là on franchissait la ligne jaune. Et puis de l'autre côté, les gens de la régie ou de la commercialisation, ils disaient t'es un bon vendeur de tapis, mais tu restes un journaliste, quoi. T'as pas fait HEC, donc pour l'instant on n'a pas d'argent, tu fais bien l'affaire, mais si on a vraiment du fric, on va aller demander des grands conseils pour aller, voilà. Bref. Donc j'en ai eu un peu marre, j'ai eu la chance d'être sélectionné, j'ai appliqué pour ça, mais d'être sélectionné par non pas la Knight Foundation, mais la Nieman Foundation à Harvard. Et donc j'ai passé 1 an à Harvard à travailler principalement à la Business School et au MIT, à la fois sur la monétisation de l'information et de sa monétisation moins publicitaire, mais que de logique de revenus tirés des lecteurs. Et c'était assez nouveau à ce moment-là, on est en 2012. Tout était sur la pub à l'époque. Alors, les gros médias avaient fait le chiffre déjà. Et moi, ma conviction, c'était que les médias plus petits ou de niche allaient aussi avoir une opportunité là-dessus, mais qu'ils n'en avaient pas nécessairement les moyens. Et donc, mon travail de recherche, finalement, là-bas, c'était comment on crée un peu sur étagère une boîte à outils pour les médias de taille petite et moyenne, qui veulent passer à des modèles de revenus tirés des lecteurs, et puis la distribution de l'information générale et les logiques d'innovation plus au MIT, voilà, où on s'est amusé. Alors évidemment, la petite histoire retiendra que on parlait déjà du Bitcoin et que c'était marrant parce qu'on en a acheté et revendu tout de suite parce qu'on le faisait un peu punk. Mais par contre, on a gardé tout ça, la blockchain, comment on pouvait l'utiliser sur les médias, etc. On en parle un peu moins aujourd'hui, mais ça va revenir tout ça. Ça va probablement. Voilà. Il faut le temps que ça mature. Tu reviens en France ensuite, et puis c'est là qu'on t'appelle pour gérer le FINP, qui venait de se créer, le fonds Google. Puis après, tu es parti chez Google pour développer cette initiative au niveau européen, puis mondial. Tu as quitté maintenant Google il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi, je crois, à peu près. Avant d'entrer dans le détail de ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Si je devais te présenter, tu dis que tu restes un journaliste, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, je fais finalement la même chose, quelque part. C'est-à-dire que j'essaye d'être au service du journalisme et de convictions fortes que j'ai pour pouvoir permettre au journalisme finalement d'être non seulement qualitatif, mais d'être entre les mains d'un maximum de personnes et de permettre aux médias qui ont un questionnement fondamental aujourd'hui à se poser, des défis énormes sur la monétisation, et effectivement, mais aussi sur des enjeux qui sont plus des enjeux de reconnaissance, de confiance, de création du lien de confiance, de retisser finalement une relation avec le lecteur, leur permettre de faire ça. Alors j'ai on va dire 3 activités, parce que voilà. Donc je suis passé de l'une des plus grosses boîtes au monde à des petites choses qui sont des paris. Finalement, j'ai toujours fait des paris. Donc là, j'en ai refait. Donc une première activité qui est une activité, on va dire
conseiller plus de consulting classique, voilà, où j'accompagne des groupes médias sur leur transformation, mais en prenant vraiment l'ensemble du scope, à la fois technologique et tout le workflow, mais aussi éditorial. Donc comment on aligne finalement sa proposition de valeur éditoriale avec ses potentialités en termes de produits, voilà, de monétisation, d'audience, etc. Donc c'est vraiment j'accompagne des dirigeants là-dessus. Je fais des trucs amusants aussi avec des fonds internationaux. Donc là, par exemple, j'ai aidé des gens qui s'appellent MDF, Media Development Investment Fund, qui sont des gens qui font de l'investissement finalement à mission dans des endroits où la démocratie est soit menacée, soit qui s'ouvrent à la démocratie. Depuis le milieu des années 90, investissent là-dedans, font du vrai investissement dans les médias et arrivent à avoir des retours sur investissement alors même qu'ils sont sur des logiques de mission. Donc j'ai un peu regardé leur dynamique d'impact, etc. Tout à l'heure, ça m'intéresse. Voilà. On aura une partie sur le financement des médias, tu pourras dire. Donc ça, voilà, tu es ce genre de choses. Donc ça, c'est des activités plutôt d'accompagnement, on va dire. Ouais. Et puis, j'ai deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont mes deux autres activités. On m'a demandé en septembre de l'année dernière. Voilà, j'étais au conseil d'administration depuis des années d'un groupe de presse libanais qui s'appelle L'Orient le Jour. Et on m'a demandé si j'accepterais, c'est l'année de leur centenaire, donc ils ont eu en 2024 100 ans, et on m'a demandé si j'accepterais d'être executive board member, c'est-à-dire de les accompagner de façon un peu plus permanente et opérationnelle sur l'ensemble de leur définition stratégique et évolution à l'occasion de leurs 100 ans. J'ai accepté, on était un mois avant le 7 octobre, donc surtout on était en septembre 2023, donc un mois avant le 7 octobre. Donc, évidemment, rattraper, on était quelque part un petit groupe au Liban qui disait des choses fondamentales, mais qu'on entendait peu. On est devenu un groupe de presse qui, à mon avis, joue un rôle absolument essentiel dans comment on apporte de la nuance, de l'intelligence face à une situation extrêmement complexe, face à une situation où on voit bien que même en France, aussi bien le débat politique que médiatique est totalement polarisé. Et nous, on arrive dans le monde arabe, en français, puisque c'est un groupe de presse qui est à la fois francophone et anglophone. Certainement, la langue nous permet d'être aussi beaucoup plus libre dans ce qui est dit. Et on arrive à porter une voix extrêmement particulière. Ça a été une année fondamentale pour le groupe, on y reviendra. Donc voilà, j'accompagne ce groupe de presse au Liban. Et puis une autre passion, c'est que on a eu beaucoup ces débats-là, toi et moi. Excuse-moi si je suis un peu long, mais c'est quelque chose qui, je sais, Tikra, on a eu des grands débats, toi et moi, sur finalement comment bien distribuer et monétiser l'information et quels sont les bons outils pour ça. Et alors, très souvent, soit on internalise, on a fait croire à un moment à tous les médias qui pouvaient devenir des boîtes de tech. C'est vrai pour certains, ils doivent l'être. Quand on est un très gros, Le Monde, le Figaro, le Parisien. Évidemment, bien évidemment. Mais quand on est un petit, quand on est un moyen, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On n'a pas tout le temps l'opportunité de gagner là-dessus, pas forcément les moyens. Et puis, ça a tendance aussi à nous détourner de l'essentiel, qui est le travail éditorial, finalement. Et quelque chose a frappé en finançant des projets un peu partout dans le monde, quasiment pour plus de 400 millions sur 10 ans. Donc voilà, on parle vraiment d'une vision assez, je parle en dollars là, assez globale. C'est un peu à quel point, d'un point de vue des dépenses technologiques, tout le monde faisait la même chose. J'ai pas fait exactement les décomptes, mais sur les 400 millions, je serais pas surpris que 150 millions soient allés exactement à la même chose. Même typologie de projet. Ouais, mais de projets, mais pas seulement de projets, de tech aussi. D'accord. Et quelque part, tout le monde a besoin d'un outil pour gérer son contenu, tout le monde a besoin d'un CRM pour dialoguer avec ses lecteurs, son audience, ses abonnés, d'un système de paywall, d'un système d'analytics, d'un mailer pour envoyer des newsletters. Ça, c'est un peu des outils de base. Et donc, effectivement, certains ont besoin de la flexibilité technologique, aucun doute. Et puis d'autres, s'ils pouvaient trouver un peu sur étagère quelque chose qui leur... Alors, la solution face à ça, c'était l'open source, et notamment WordPress. Et je sais que vous étiez plutôt militant de ça. Voilà, c'est votre chapelle. Alors, moi, j'avais plus certains doutes. On pourrait revenir sur cette chapelle, mais je pense qu'il y avait un mythe qui était de penser qu'on pouvait faire un outil pour tout le monde, un peu tout en un.
Voilà. En revanche, si on prend un certain segment d'éditeurs, je crois que là, il y a une opportunité de faire un outil. Et donc, j'ai rejoint je suis devenu investisseur d'une entreprise qui s'appelle Whitebeard, qui est basée à Amsterdam et qui a une partie de sa cuisine, de nos ingénieurs au Liban, justement, voilà, que j'ai rencontré à l'époque via l'Orient parce qu'ils ont fait toute leur techno et qui ont des clients au Moyen-Orient. Car finalement, on a créé pour un segment d'éditeurs de taille moyenne et qui ont vraiment la volonté de partir du numérique pour construire leur autre produit, y compris papier, un outil tout en un qui permet à la fois de distribuer, de monétiser, d'avoir les analytics et de dialoguer avec ses abonnés à un prix certainement qui défie assez toute concurrence. SaaS, donc c'est un SaaS modèle. Je dirais que c'est un peu un Arc Publishing System qu'on peut se payer, qu'on peut s'offrir quand on n'est pas un très très gros. Voilà. On n'a pas les moyens de se payer un Arc Publishing Quand on n'a pas de se payer un Arc. Et puis, il y a évidemment toute une couche d'assistants avec l'IA qui permet de faire des choses remarquables, notamment de la traduction automatisée, du web to print. Donc, on part du numérique pour fabriquer et aller directement s'inscrire dans les templates papier. On intègre le papier sur tout ça. Et en fait, on fait un peu l'inverse de WordPress. J'adore WordPress, mais ça réclame beaucoup, finalement, d'assistance pour être configuré. Voilà. On pourrait en parler. Des heures. Ouais, on pourrait en parler des heures. J'imagine que ce qu'on fait bien maîtriser, etc., ça fonctionne bien. Et en fait, quelque chose, que j'ai compris aussi et appris, c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvaises solutions. Plusieurs solutions peuvent être aussi efficaces pour un éditeur. Il n'y a pas forcément toujours un mauvais choix à faire, tu vois. Exactement. Il y a pas de mauvaise solution. Il y a des solutions qui correspondent à ta problématique. Ouais. Donc, on s'inscrit exactement là-dedans. Nous, on cherche pas quelque chose de très gros. On cherche à construire une communauté d'éditeurs un peu dans le monde qui ont des intérêts et des visions communes et faire évoluer la roadmap pour ces gens-là qui font tous. Nous, il y a un point commun, c'est des gens qui font du revenu tiré des lecteurs. Plus tu as une typologie homogène, plus ton outil sera performant et moins tu as le risque, parce que c'est toujours ça. J'ai travaillé dans une boîte qui éditait un SaaS, des besoins spécifiques, qui fait qu'à un moment donné, si tu veux leur faire plaisir, tu développes, mais après, ça devient une usine à gaz dont tu n'utilises pas toutes les fonctionnalités, qui devient lourd, etc. Tu perds un peu ton âme de départ, ta promesse de départ. Donc, c'est Exactement. Vrai que plus tu es dur et tu restes dans ta ligne, mieux c'est, mais tu te coupes d'un certain type de client. C'est toujours l'arbitrage à faire quand tu as un SaaS. Exactement. Et c'est là-dessus où on construit actuellement une communauté qui ont des visions communes et qui ont un journalisme et des modèles journalistiques assez similaires pour que les intérêts de l'un servent les intérêts de l'autre. Voilà. Whitebeard. Pour ceux que ça intéresse, mais on pourrait faire presque un épisode sur tous ces sujets parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on a dans le marché. Hein. Je discute avec des Mélodies, des Trias, Gaia, des Sweep, etc. Nous, effectivement, on fait du WordPress, t'as les gros derrière. C'est intéressant de voir aussi quelle est la solution adaptée, comment essayer de voir les avantages, les inconvénients. Je sais qu'effectivement, on en a souvent parlé. Et Whitebeard, pour l'avoir vu fonctionner, tu m'as mis en relation avec eux, c'est une belle solution qui fonctionne bien. Donc voilà, je tiens à le dire, mais si on peut être en concurrence parfois sur certains sujets, des fois, j'ai pas de problème à dire qu'une solution sur étagère, ça fonctionne aussi bien, voire mieux. Je le dis. Merci Ludovic. On va revenir un peu donc sur. Je trouvais intéressant. Enfin, je pense qu'on ne peut pas t'avoir à ce micro sans revenir quand même sur toute cette période FINP, DNI, GNI. Après, on parlera un peu politique, écosystème, financement des médias, si tu veux bien. Puis on finira un peu par des tendances, puisque tu es quand même aussi bien placé pour réfléchir à ces questions, voir un petit peu quelles peuvent être les tendances et innovations sur l'année 2025. On revient quand même sur le FINP. Donc, c'était une initiative. Enfin, le FINP, je le dis, c'est le Fonds pour l'innovation numérique de la presse. C'était quoi les objectifs principaux à l'époque? Est-ce qu'en 2 mots, tu peux rappeler la genèse ce conflit qu'il y avait entre les éditeurs et Google, et puis notamment l'avenue d'Eric Schmidt à l'époque, qui a signé avec François Hollande. Tu peux raconter ça? Alors, c'est déjà bien de rappeler ce qu'était le FINP, parce que tout le monde l'a appelé un peu à tort le fonds Google. Donc, en effet, c'était 60 millions sur 3 ans donnés par Google pour financer l'innovation dans les médias, mais en réalité, c'était une structure indépendante. Oui. Et c'était une association, même, une association loi 1901. Original aussi. Ouais, qui est assez original, voilà. Alors, la toile de fond, et je le dis avec d'autant plus de distance que j'ai participé, moi, de loin aux discussions,
Mais finalement, en toile de fond, il y avait quelque chose qui perdure, qui est le partage de la valeur, quoi. Voilà. Faut se le dire, faut le dire comme ça. Donc, pas de philanthropie, droit voisin, pas les comme des on médias. veut, mais pour schématiser, être un peu brutal, il y avait d'un côté les médias qui disaient finalement, Google nous a piqué notre gâteau, les revenus publicitaires s'effondrent, l'essentiel à capté par les plateformes, principalement Google. Rends-moi mon argent, voilà. Et sinon, j'arrête de te donner mon contenu. Alors ça, c'est un peu plus fin que ça, parce que faut rappeler que les médias ont toujours la possibilité, ont toujours eu et ont encore la possibilité de ne pas donner le contenu. Ouais, donc, mais tu te tires une balle dans le pied. Exactement. T'as cette dépendance, on le sait. Exactement. Et donc, Google, de l'autre côté, qui disait quelque part, moi, je vous ai rien piqué du tout. C'est vous qui n'avez pas capté tout ça. On est devenu un acteur énorme. Il y avait de l'espace. On l'a pris. Là encore, je schématise. Et puis surtout, on vous donne de la valeur. Parce qu'on vous donne des milliards de clics au niveau mondial. Et ces clics-là, à vous de trouver comment les monétiser. Par ailleurs, j'ai des petites solutions publicitaires pour vous. Si tu veux, ouais. Mais vous pouvez aussi les monétiser autrement. Je dirais que les deux ont quelque part raison. Il y a eu un transfert de la valeur, il n'y a aucun doute. De l'autre côté, en effet, ce qu'apporte Google, et on parlera de l'IA plus tard, mais sur l'intelligence artificielle, à mon avis, la table est renversée, les règles changent complètement, on parle d'autre chose. Mais en tout cas, sur le partage de la valeur, et je le dis particulièrement de Google, parce qu'on a tendance à parler des GAFAM, c'est une erreur. Les plateformes sont toutes différentes et ont des modèles. Les problématiques sont différentes. Les problématiques sont différentes. T'as raison. Il y a des modèles de captation. Facebook, Meta ont été plutôt sur des modèles de captation. Il y en a d'autres. Google, c'était un modèle de redistribution. Redistribution avec du partage de revenus publicitaires, redistribution des clics et des audiences, etc. Donc, intérêt commun. D'où l'importance de Google qui était devenu, et qui est toujours finalement le grand... ça a remplacé les camions pour distribuer l'information. C'est la gare de triage qui renvoie le trafic. Voilà. Et donc, moi, je me mettais un peu au milieu. J'étais un peu d'accord avec personne. J'ai un peu cette fâcheuse tendance. Je sais pas. Ou d'accord avec tout le monde. Ou d'accord avec tout le monde. Oui, c'est bien dit. C'est vrai. Ou en tout cas, essayer de réconcilier et de créer des ponts. Qui était de se dire, mais finalement, les médias sont quand même un peu responsables de ne pas avoir loupé le coche. Enfin, d'avoir loupé le coche. Et peut-être parce que ils avaient l'ensemble de la chaîne de valeur, finalement, publicitaire, d'information, de distribution, etc. Aussi, puis oui, mais il y a eu une époque où, je veux dire, faut se rappeler, Google, c'est quoi? C'est 25 ans, hein. Donc, je veux dire, il y a eu 4-5 ans. Justement, t'as peut-être l'agilité quand t'es petit, et que tu t'es bâti sur le numérique versus des médias qui, pour la plupart, il n'y a pas encore tant de pure players. Mais il y aurait pu, on sait aussi à quel point ça a été difficile de créer des logiques un peu plus d'écosystème, d'intérêt commun, voilà. Bon. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été pris. Google a pris l'espace. Donc, je crois pas tellement à t'es responsable, tu m'as piqué, rends-moi l'argent. En revanche, il y a une responsabilité évidente des plateformes et une responsabilité aussi à faire en sorte que l'écosystème de l'information et le journalisme, finalement, plus que les éditeurs, puissent continuer à être financés parce qu'on a besoin, pour des raisons démocratiques, d'avoir du journaliste de qualité, quel que soit le financement, du journaliste de diversité, voilà. Et donc, le FINP qui s'est fait finalement sur un espèce de trouver un deal sur le partage de la valeur, ça a abouti à un truc que moi je trouve hyper intelligent, qui était de dire, plutôt que juste vous donner de l'argent et distribuer le gâteau, on alloue des sommes importantes pour financer des projets. Et vous, les médias, faites l'effort de financer les projets. On sort tous par le haut. Voilà. Un truc où on vous aide à vous transformer, etc. Et le fait que ce soit indépendant et de Google et des médias, un peu au milieu. Alors, les deux étaient représentés au conseil d'administration, donc c'est très bien. C'est l'espace où on crée du dialogue, on apprend à se connaître, et c'était fondamental. Mais ça a aussi permis d'avoir beaucoup d'agilité dans le fonctionnement. Pour rappeler, c'était pour réserver quand même aux médias IPG. Il y avait la PIG qui était à bord, c'est ça. Ouais, alors c'était pour les médias IPG. À l'époque, ça s'appelait le SPQN et le SPQR, pas juste la PIC. Donc il y avait la régionale et nationale. Mais là, on rentrerait dans des trucs un peu fins, mais c'est aussi propre à la France. C'est-à-dire qu'il y avait cette reconnaissance possible IPG, information politique et générale. De mémoire, c'était environ 200 titres à l'époque. Il y avait vraiment de quoi faire. Oui, et c'est vrai qu'il y avait une espèce de
volonté au départ de le réserver un peu aux grands titres établis, mais en réalité, et on pourra peut-être revenir sur quelques éléments marquants du FINP, mais ça a été notamment le financement de médias qui étaient inconnus à l'époque, qui sont, à mon avis, un des grands succès aujourd'hui. Ouais, clairement. Bah, justement, on peut en parler. 60 millions, 3 ans, tu as vu passer tous les projets, puisque tu étais très investi aussi dans l'analyse, l'étude des dossiers. Est-ce qu'il y en a pour toi qui restent marquants ou des références symbole aussi des défis de l'époque, puisque c'était un peu ce switch de la pub vers de la autre forme de monétisation, de distribution. Est-ce que tu as quelques projets que tu veux mettre en avant? Alors, s'il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est Contexte. Tu vois, Contexte. Oui, bien sûr, Jean-Christophe Boulanger, voilà, que j'ai reçu à ce micro. Donc, presse d'information B2B, sectorielle. Voilà. Super Média. Voilà, Super Média. À l'époque, Contexte n'était d'abord pas vraiment dans les radars. C'était un entrepreneur qui essayait de défendre une vision très experte de la presse à destination de... Mais son projet était très clair, était très précis. Et puis, il est venu au FINP et ça montre bien que le FINP, à ce moment-là, n'était pas juste réservé au très gros. Contexte, c'était un petit... Voilà. Et puis, je crois que je veux pas parler trop à sa place, mais finalement, le financement qui a été donné par le FINP à ce moment-là leur a certainement permis de garder leur indépendance. Leur a certainement permis d'avoir les 2, 3, 4 ans qui lui permettaient d'installer un modèle qui est aujourd'hui un modèle de financement non dilutif quelque part où t'as pas de non dilutif. Alors, il avait kickstarté déjà, voilà, mais non dilutif. On a eu à DNI des vrais kickstart. Je pense par exemple à Trint. Ouais, bien sûr. Tu vois Trint? Ouais, la solution de speech to text, pardon. Exactement. Par un ancien journaliste anglais, j'ai oublié. Journaliste canadien, broadcaster, spécialiste des terrains de guerre, de conflit, des zones de conflit. Qu'on a marre de passer son temps à retranscrire des interviews pour trouver les bonnes cotes, etc. Qui veut créer un logiciel, il vient nous voir, il vient chercher un prototype, 50 000 €, c'est un vrai Kickstarter. Il crée un MVP, comme on dit, un Minimum Valuable Product. Et puis aujourd'hui, c'est une boîte d'une centaine de personnes, une solution largement reconnue. On l'utilise chez Cosa Vostra. Et voilà. Dans tous nos podcasts, on utilise Trint, ça reste une référence. Et voilà. Aujourd'hui, ça, c'est du vrai Kickstarter. Ouais, mais voilà, je trouve que d'avoir permis à ce genre d'acteurs, et ils sont intéressants parce que c'est deux autres façons de faire du journalisme ou d'aider le journalisme. Voilà. Et dans tous les cas, que ce soit par la tech ou une approche plus d'expertise, on a repensé les modèles dans leur totalité, et à chaque fois, il y a un alignement entre ce qui est proposé en termes de contenu et de techno et le public cible qui est prêt, dans ces cas-là, à payer pour avoir cette qualité de contenu. Voilà. Donc ça, c'est deux petits exemples. Et puis c'est des beaux exemples. Et le deuxième, effectivement, était plus sur le DNI et GNI, puisqu'en fait, après le FINP, tu as basculé, en fait, je sais pas comment ça s'est opéré. De toute façon, le FINP avait une date, c'était prévu, c'était 3 ans, il y avait 60 millions à distribuer. Donc, ça a été plutôt un succès. J'imagine que ça met du beurre dans les épinards, en tout cas pour les médias. Donc, Google a senti, entre guillemets, l'opportunité de continuer ces programmes. Donc, il y a eu d'abord le DNI au niveau européen, puis le GNI au niveau mondial, que tu gérais. L'idée, c'est pas tant de parler de ton rôle là-dedans, mais plutôt de ces programmes-là. C'était quoi les objectifs? Est-ce que c'est la même chose que pour le FINP? C'était une manière, quelque part, de dire aux éditeurs... je comprends ce que vous faites, on va vous aider, quelque chose d'assez vertueux. On peut voir le mal partout, dire que c'est une manière de vendre des technos de Google. Je pense que c'est quelque chose qu'on t'a souvent demandé. Est-ce que si je mets dans mon dossier des technos Google, j'ai plus de chances d'avoir ma subvention? C'était quoi les objectifs de ces programmes? Alors d'abord, parce qu'il faut que tout le monde en prenne un peu pour son grade, je crois que ce truc de 2 à 3 ans, c'est le grand truc de Google. On signe, 3 ans, et puis après on verra. Je pense que ça a été catastrophique, ça. Ça n'a pas été très bon pour les médias, ça a été très mauvais pour Google. C'est une erreur, finalement. Parce que finalement, première année, on se regarde un peu, chacun du côté de la table. Deuxième année, on crée de la confiance. Troisième année, on n'a pas de réponse. Donc, ça génère de la défiance. Et la confiance qui a été créée avec le FINP, avec les médias français, c'est un peu disloqué quand c'est très bonne intention. Montez-le au niveau européen, on le monte au niveau européen, mais... à ce moment-là, ça se disloque parce que on le dit pas clairement aux Français qui quasiment le découvrent. Et puis en Europe, on fait 3 ans, 150 millions, super.
on génère de la conversation, on génère du lien de confiance, on discute, c'est ce qui est fondamental, et puis on s'arrête et on crée un autre objet comme ça, voilà. Et avec ces des programmes espèces, après locaux. voilà. Donc je crois qu'il y a un truc qui va pas bien dans ce fonctionnement-là, qui indique vraiment la défiance finalement. C'est de se dire ok, on vous fait ça pour 3 ans parce que vous avez insisté. Mais on s'engage pas sur la durée, alors que finalement, donner de la visibilité, donner de la transparence, c'est fondamental. Donc l'objectif de tout ça, finalement, je crois que il y avait les objectifs des grands acteurs, certainement de Google, ce qui était honnêtement de participer à la construction, au soutien du journalisme. Je pense que il y avait une partie forcément voilà, chez il y avait une Google, partie qui avait vraiment conscience de ça, ouais. Et des gens qui portaient ça. Il y avait dont aussi toi. Dont moi, j'étais pas seul. Richard Gingras, Madav, Chinapa, enfin, on s'est battu beaucoup. Et l'essentiel de notre combat, il était finalement, ça, peu de gens l'ont vu, à l'intérieur de Google. Parce que obtenir ces financements, ça se faisait pas juste par la pression externe. Ça se faisait avec beaucoup de négo internes. Et surtout, obtenir que ces financements ne soient pas distribués en fonction d'intérêt pour le produit ou d'intérêt pour le business chez Google. Le lobby, en se disant, si je leur donne de l'argent, derrière, j'étouffe, enfin, pas j'étouffe, mais j'arrête des affaires, j'évite des conflits, j'évite du contentieux. Les 3 premières années, je n'avais même pas le droit de parler. On le savait pas tout ça, mais je faisais partie des rares à avoir une salle fermée chez Google. J'avais pas le droit quasiment de parler avec produits, etc. On a presque été trop loin d'ailleurs, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des envies et des besoins de collaboration. Donc, on a peut-être été précautionneux. Mais il y avait aussi, évidemment, dans les hautes sphères, l'ambition un peu de régler les problèmes avec la presse, ou au moins de les tenir à distance, etc. Ouais. Voilà, donc il y avait évidemment là-dedans aussi cette idée d'éviter un peu la régulation, ou de la retarder, ou bien de la maîtriser en tout cas, mais malgré tout d'instaurer un dialogue. Mais les bagarres internes là-dessus pour garder un peu un ADN pur de ce genre d'initiative étaient très difficiles. Mais on n'a pas été aidé par les médias non plus, je dois dire, là-dessus. Alors d'abord, il y avait des critiques d'un peu tout le monde qui étaient parfois justifiées, mais certaines l'étaient pas du tout, avec juste des gens qui faisaient pas le boulot. Je te donne un exemple. On nous disait, mais c'est dégueulasse, l'essentiel de l'argent vient au gros. Alors c'est vrai, tu prenais le truc assez simple, parce que nous, on était transparents. Oui, il y avait le rapport des projets, etc., voilà, avec les montants distribués. Voilà. Et donc, les gens nous disaient, tel gros média, je vais pas citer de nom, a eu chaque année 1 million, 1,5 million, ou bien sur ce projet. Et moi, petit média à 8 ou 10 journalistes, j'ai eu seulement 250K ou 100 000. Il y a un boulot qui était jamais fait, qui était de faire un ratio. Quand finalement, il y avait un gros projet à 700 000 pour une rédaction de 400 personnes, paradoxalement, bah ouais, ça amenait beaucoup moins le média. On avait un changement fondamental quand une petite entreprise qui se lançait avait 100K, qui changeait fondamentalement sa physionomie. Ça n'a pas été rapporté et certainement pas assez défendu. Et on parlera plus tard des droits voisins. Je crois franchement que les logiques d'innovation et de financement par projet étaient nettement plus la diversité de l'écosystème, nettement plus des petits qui créaient, qui voulaient prendre des risques versus une redistribution un peu mécanique. Oui, sous couvert d'un projet, etc. quoi. Voilà, effectivement, ça a plus d'impact chez Shotzi. Et puis, les gros, finalement, ce qu'on appelle les gros, il y a eu un peu cette tendance à se dire, si on pouvait tout avoir, ce serait pas mal. Donc, ok, on collabore, mais les deals et les pressions qui sont passées au niveau européen sur les droits voisins vont continuer. On va avoir les deux, de toute façon, ce serait pas trop mal. Là aussi, chez Mechti, je caricature un peu. Oui. Je suis pas sûr que tout le monde ait vraiment gagné. Je pense que ces logiques d'innovation autour des projets avaient une vraie vertu pour... Je pense, mais tu peux pas non plus te satisfaire de subventions autour de projets si t'estimes que ton manque à gagner ou que tes ressources ont vraiment été phagocytées, etc. et qu'il y a besoin de régulation. Tu vois, c'est là où le truc un peu, effectivement, c'est bien, ces subventions, mais c'est pas suffisant et c'est pas pour autant que t'arrêtes de chercher à te défendre par ailleurs. Mais je comprends. D'abord, c'était pas des subventions, hein. Vous appelez ça comment? C'était des grants, mais c'est des... c'est des aides. Voilà, c'était un soutien pour un projet spécifique, mais la subvention, ça a cette logique souvent de récurrence, quoi. D'accord. Donc là, c'était pas un truc qui revenait
tous les ans. Voilà. Donc, c'était un appel à projet. Voilà. Mais je dirais que surtout, quelque part, c'est un peu insoluble ce truc-là. Alors, l'IA devient différent. Ça change un peu les choses parce que là, il y a une captation des contenus et une captation de l'intelligence créée. Donc, c'est un autre sujet. Mais très franchement, sur le reste, à un moment, il faut regarder les chiffres. Je suis pas sûr qu'à l'ensemble des acteurs, les deals droits voisins aujourd'hui rapportent beaucoup plus et surtout permettent de faire beaucoup plus. Voilà. Peut-être, mais il y a ce côté récurrent, etc., versus des projets où les programmes, t'es pas sûr d'être pris, t'es pas sûr d'être choisi. Mais ça t'oblige à bouger. Ça t'oblige à bouger, mais ça t'oblige aussi à faire beaucoup d'innovations qui parfois peut te défocus de ton principal business. Tu vois, tu maîtrises moins versus un modèle de rémunération sur un modèle qu'on connaît pas parce qu'on connaît pas bien les. Mais d'où les débats sur ce qu'est l'innovation finalement. Et il y avait un peu ce mythe de il faut faire des innovations technologiques, des innovations de rupture, des trucs que souvent savaient pas faire les médias, quoi. Donc, non, parce que c'est pas des startups et qu'elles ont un boulot par ailleurs de produire du contenu, etc. Elles ont pas forcément les ressources en interne. Donc oui, c'est des. Et l'innovation, et c'est un peu comme ça qu'on l'a vu surtout, ou en tout cas qu'on l'a positionné ensuite quand on a créé GNI. Et c'était vraiment, il y avait une logique très personnelle dans la façon dont c'était mené. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on était en lien là-dessus. On répondait à tout le monde, tout le temps. Le blogueur burkinabé qui nous écrivait, on lui accordait 5 minutes. Il y avait jamais un projet qui était financé sans qu'on discute, sans qu'on ait du dialogue. Et c'était l'espèce de patte qu'on avait mise là-dessus avec toutes les équipes qui avaient créé du lien. Ce lien était vraiment important et il était possible aussi parce qu'il était un peu à côté des logiques business de Google, fait par des gens qui aimaient la presse, qui étaient experts du secteur. Il y avait des super profils et très bien suivi les projets, il faut le dire. Voilà, donc là il y avait quelque chose, mais surtout on essayait de pas être dogmatique sur l'innovation et de le regarder plutôt comme un processus, comme finalement expliquez-nous pourquoi c'est innovant pour vous. Et donc c'est pas les logiques traditionnelles de l'innovation, c'est peut-être ça qu'on a oublié parce que si in fine j'ai rien au fond contre une régulation des droits voisins qui apporte des sous aux médias, on défend la même chose, mais si c'est une rente pour pas bouger, pour pas se réinventer, mais pas se réinventer pour le fait juste de se réinventer, mais pour être au plus près des lecteurs, pour entendre ce qu'on a à dire. Il y a une crise aujourd'hui, démocratique, médiatique, du lien. Je veux dire, quand on regarde les chiffres, les gens qui évitent l'info ou s'en protègent carrément n'ont jamais été aussi nombreux. L'élection américaine avec le fameux tweet de Trump, vous êtes les médias le lendemain, ou bien l'importance, et vous le savez bien, de nouveaux acteurs, etc. Tout ça interroge, des podcasts, le rôle qu'ils ont pris dans la campagne américaine, ces podcasteurs, etc., qui n'ont pas forcément le tampon journaliste. Et moi, je crois que c'est pas grave. La question, c'est qu'est-ce qu'ils produisent, comment ils le produisent. Il y a du bon et du mauvais, comme il y a des bons et des mauvais journalistes, et des bons et des mauvais médias. Et c'est souvent pour ça que je parle de journalistes plutôt que juste des médias comme ça ou des entreprises de presse, parce qu'in fine, je crois que c'est ça qu'on sert. Eh bien, finalement, ce qui est important, c'est que ce que je propose, moi, dans ma logique d'innovation, c'est qu'est-ce que ça change par rapport à mon point de départ, qu'est-ce que ça change par rapport à ma façon d'interagir et d'engager différemment avec les audiences. Donc, avoir des sous pour faire la même chose quand on est en crise, c'est pas forcément génial. Ouais, ok, ça je l'entends. Ça doit pas forcément venir de boîtes privées ou de façon non régulée. Finalement, je m'en fiche un peu de comment vient l'argent pour aider le journalisme. Je m'en fiche moins de quelles sont les obligations morales qui vont avec dans l'usage de cet argent. Voilà. Et si c'est pour reconnecter avec un public et des audiences qui nous disent quand même globalement avec des gros voyants rouges qui s'allument, les gars, il y a un problème quand même. On a de moins en moins confiance, quand même. On va chercher de l'expertise ailleurs, quand même. On va se renseigner ailleurs. C'est pas tout le monde. Il y a des trucs absolument formidables, mais ça doit tous nous interroger. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça sur le GNI, de ces initiatives, de cette relation avec les éditeurs? Alors, j'ai l'impression que comme il n'y a plus ce système de financement, ça n'existe plus. Or, tu vas me dire qu'il y a encore plein de choses qui existent sur le GNI. Est-ce qu'il reste quelque chose? Bon, écoute, moi j'ai quitté il y a 1 an et demi, je suis pas à suivre tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus lié soit à des produits, soit à des deals, soit autour du droit voisin, etc. En tout cas, c'est pas fait avec le même esprit. On est plus dans une logique
de redistribution avec du partenariat classique. Alors, il y a des choses qui se font intéressantes qui revient d'ailleurs finalement, l'innovation aussi, c'est ça, c'est de revenir parfois à ce qui a marché et de le refaire différemment avec des fonds un peu locaux. Il y en a qui sont en train de se lancer là en Afrique du Sud. Il y a des choses au Canada qui sont des modèles plus mixtes, etc. Et donc gérés par des choses plus locales. Mais en même temps, il y avait une vraie valeur ensuite à le faire gérer à l'intérieur de Google parce que ça permettait aussi de rapporter les problématiques de médias et de créer en interne un peu plus aussi d'empathie pour la difficulté de ce secteur dont on a tous besoin. Voilà, on peut pas prétendre organiser l'information au niveau mondial et peut se soucier de comment va ce secteur et de qu'est-ce qui remonte et de qu'est-ce qu'on met en avant. Faut être sérieux là-dessus. Hein. C'est un enjeu pour tous. Non, ça l'est absolument pas. Donc voilà, donc il y a des choses. Je pense que ce qui a disparu, c'est finalement l'esprit, quoi, avec des gens qui étaient un peu en mission. Donc, on nous a souvent un peu regardé en disant, comme à Libé à l'époque, t'as franchi la ligne jaune. Mais en vrai, on était là pour se battre pour un seul truc. Ouais. C'était de faire en sorte que les bons journalistes, les journalistes puissent gagner leur vie pour continuer à être des contre-pouvoirs, à être là où on les attend pas, à aller dans des endroits où on veut pas les voir, à être sur des terrains de guerre. Et finalement, ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à Lorient le jour avec Whitebeard, c'est un peu la même histoire. Ouais. Et d'être passé chez Google, toi aujourd'hui, comment tu sens que t'es perçu dans le marché, parce que t'as représenté Google pour beaucoup d'éditeurs. Alors, tu as aussi celui qui a donné plein d'argent. Alors, bien sûr, je schématise, hein, mais est-ce que pour toi, a posteriori, c'était positif, ça a été dur, ça a été... comment tu as navigué un peu entre tout ça? Alors, faut mettre un peu son ego de côté parfois, hein, parce que on passe d'un moment où tout le monde vient te voir et te fait croire que c'est toi qui est important alors que c'est l'argent de Google, finalement. À un moment où... soit t'es plus sur le radar, soit carrément on se prive de ton expertise. Alors, c'est rigolo, tu vois. Nous, les états généraux de la presse, par exemple, je leur propose de dire, mais je voudrais vous aider, contribuer, silence radio, même pas interviewer. Ouais. Donc, ils se sont privés du mec qui connaissait probablement le mieux comment ça marchait en interne. Donc, parfois, on prend un petit peu des claques à l'ego, mais ça, c'est pas très grave. C'est surtout dommage pour l'écosystème. Et je dis ça avec amitié parce que je sais non seulement les gens talentueux qui ont essayé de se balader pour ça, et j'ai un énorme respect pour Bruno Patino qui nous a accompagnés sur DNI, quoi, mais qui avait visiblement un peu là-dessus oublié ses anciens copains. Mais surtout, donc voilà, y a là-dessus, faut, je crois, garder son cap. C'est assez essentiel. Pas se prendre trop au sérieux et pas oublier pourquoi on le fait. Et encore une fois, oui, je représentais Google. Ça, c'est en externe. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. L'essentiel de mon boulot, c'est pas ce que vous avez vu, vous. L'essentiel de notre boulot, c'était de représenter la presse chez Google. Entre le marteau et l'enclume, un peu. Ouais. Et représenter la presse chez Google, c'est-à-dire défendre leur intérêt en interne, etc. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. En tout cas. J'imagine. Google, souvent un peu un partenaire un peu ambigu, donc soutien financier, on l'a vu, concurrent féroce. Tu penses qu'on peut avoir de bonnes relations avec Google quand on est un média? Tu vois quand même beaucoup de médias qui, voilà, c'est un des grands ennemis, etc. Bon, dans la réalité, c'est plus fin, mais qu'est-ce que tu penses un peu de cette relation entre... Alors, je vais pas dire les GAFAM parce qu'on a vu que c'est trop générique. Là, on va parler de Google, que tu connais mieux. La relation entre Google et les médias aujourd'hui. D'abord, on doit avoir une relation. On n'a pas le choix que d'en avoir. Alors, quand on est plus petit, c'est plus compliqué. Donc, la question se pose... bonne, pas bonne, ensuite, c'est autre chose. Je pense qu'on doit essayer de se parler, essayer de se comprendre et que sortir un peu du dogmatisme. Et puis, et c'est là où c'est intéressant un peu d'interroger ceux qui ont vu le fonctionnement de l'intérieur. Il y a beaucoup de mythes. Par exemple, on croit que tout le monde a accès à toutes les datas, mais c'est pas vrai. À l'intérieur, il y a plein de datas. Tu sais pas, tu peux pas. La black box, elle est aussi à l'intérieur parfois. Et elle mérite d'être aidée. Que souvent, finalement, quand on s'épaule avec l'écosystème et qu'on a des logiques partenaires, on arrive à beaucoup mieux faire avancer les sujets en interne
dans ces grandes entreprises pour le bénéfice de l'écosystème. Donc, ces relations de confiance à construire, elles sont fondamentales. On a tendance, quand on crée des relations de confiance aussi, à le faire pour soi et pour son entreprise et pas pour l'écosystème. Donc là aussi, l'arbitrage est toujours complexe. Et puis, parfois, on se trompe sur comment pensent ces entreprises. Si tant est qu'il y ait un seul endroit où elles pensent. Mais en effet, on sait bien, alors ça remonte beaucoup aux États-Unis, c'est des boîtes américaines, il y a pas de doute là-dessus, voilà. Mais aussi comment on les influence, quoi. À quel moment il faut hausser le ton, pas hausser le ton, à qui parler, comment rentrer là-dedans, et puis à quelle vitesse le faire. Un des sujets sur lesquels finalement il y a pas mal de choses qui sont gagnées, c'est la rapidité d'exécution. Et puis il y a une difficulté, c'est qu'il y a d'un côté un secteur, donc tout un tas d'acteurs qui eux-mêmes ont des intérêts différents, qui eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord, et de l'autre côté, une entité. Donc on voit bien que voilà, et puis ça peut jouer aussi là-dessus sur ah bah oui, hein. Voilà. Diviser pour parfois donc, faire un deal avec un en particulier, etc. Et ça, ils savent bien faire. Voilà. Mais je suis pas sûr que le secteur est toujours bien compris, et encore maintenant, et encore plus quand on est sur ces questions de l'IA, comment bien négocier et bien poser les problématiques avec les plateformes. Oui, probablement. Sur le financement, au-delà donc des droits voisins, donc on a rapidement évoqué tout à l'heure, et financement par des tiers, donc des big tech, hein, en l'occurrence Google. Facebook l'avait fait aussi un peu, Meta à un moment donné, ou des philanthropes, des aides publiques. C'est quoi pour toi, s'il y en a des risques, opportunités? Comment est-ce que tu peux rester indépendant quand tu reçois ce genre de financement ou de soutien? D'abord, je pense que le risque principal, c'est de pas tellement aller chercher, en tout cas sur les financements de projets, de pas aller faire des choses juste pour le financement. Il faut pas faire des choses qu'on ferait pas. C'est arrivé souvent. Juste pour aller chercher. Et c'est arrivé souvent. Tu vois, en te disant. Et ça a été un de mes vrais problèmes, notamment à D&I, où les montants étaient trop gros, à mon avis. Donc ça générait bouscule l'ADN de certains médias qui est. Ouais, il y avait des gens qui avaient très très bien compris le truc, qui remplissaient tous les critères, nous faisaient des propositions et des projets hyper bien ficelés. On savait tous que ça pourrait pas coller et que le média serait incapable de le faire, mais en même temps, on était parfaitement dans les clous. Donc c'est difficile de dire non à un truc qui est dans les clous et qui répond aux critères et à ce que tu pitches, mais en même temps, on sait, ça a pas loupé. C'est-à-dire que le média a perdu du temps et in fine des ressources, de l'énergie, de l'argent et probablement du focus qui est absolument fondamental. Ouais. Donc je crois que il faut aller chercher des trucs qu'on a vraiment envie de faire. Et là aussi, on est dans une logique un peu quelle dynamique tu crées. Je trouvais assez formidable ceux qui, à chaque appel à projet, en profitaient pour faire des brainstorms internes avec des logiques d'incubation interne. Et puis, ils faisaient de la curation de projets. Et ceux auxquels ils croyaient vraiment, ils venaient les chercher. Ça, c'est ce qui a le mieux fonctionné. Voilà. Ensuite, il y a plein de formes très différentes de financement de la presse. Le financement de projets, le financement du média lui-même ou du financement public, quoi. Et puis, tu vois, aujourd'hui, des acteurs nouveaux comme IFPIM qui viennent avec une logique plus d'ONG, finalement, aider ce qu'on appelle la presse indépendante sans te définir ce qu'est la presse indépendante. Donc, c'est assez compliqué. Ils appellent quoi la presse indépendante? Voilà, je veux dire, c'est quoi? Ça dépend du financement. Faut être pas d'actionnaire. Bah non, parce que ces startups qui rentrent dans les indépendants, elles ont aussi des actionnaires, mais il y en aurait qui seraient meilleurs que d'autres, etc. Ouais. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir un peu ce qu'ils sélectionnent. Moi, j'ai fait un peu l'exercice. Ils sont dans une logique, en tout cas, que juste quand on regarde un peu ce qu'ils font, on a le sentiment qu'ils sont beaucoup plus à construire un portfolio d'acteurs qui rentrent assez avec la définition de ce qu'ils estiment être les médias indépendants, menacés ou émergents, et dans certains pays, plutôt que d'avoir un regard sur l'opportunité de créer des nouveaux modèles économiques, générer de la valeur, et donc une forme, comme on dit en anglais, de sustainability, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit pas juste te mettre sur un respirateur artificiel, parce que tu l'as dit sur Facebook Meta, tout ça, ça disparaît, quoi. Et le coût de 2-3 ans, tout ça, ça disparaît. Donc, il y a bien un moment où, si on s'intègre pas au vrai truc qui est de recréer, se repositionner et de créer son lien avec son audience, ça marche pas. Et de ce point de vue-là, y compris en France, y compris ces très gros médias, je trouve que
le Parcours du Monde, le Figaro. Le Monde, c'est absolument remarquable, je trouve, comment ils se sont finalement, à travers les produits, à travers tout un tas de choses, mais surtout le journalisme, ne jamais arrêter d'investir dans le journalisme, à se repositionner. C'est toujours du meilleur contenu. Voilà, et on a vu ça partout. Ceux qui ont été capables de pas lâcher sur embaucher des experts, pourquoi, quels experts pour servir qui, comment, le mettre en scène de façon intelligente, etc. Ça paye à un moment. Et d'aligner un peu, on part toujours de propositions de vente, la USP, la fameuse unique. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une proposition de valeur unique, mais éditoriale, qui est à définir. Qu'est-ce qu'on produit comme contenu? Quelle est notre proposition éditoriale? Ça doit être gravé dans le marbre. Voilà, mais elle s'aligne avec quel modèle économique et quel type d'audience, etc. Un point, ceci dit, là-dessus, les modèles d'abonnement que j'ai énormément défendus, que je continue à défendre, sont assez formidables. Ça a certainement sauvé une bonne partie du financement du journalisme, mais crée un peu un drame. C'est que même les plus gros, c'est une bulle qui est un peu la bulle de l'élite intellectuelle malgré tout, ou en tout cas pas forcément. Alors évidemment, c'est souvent des gens qui ont un peu plus d'argent, mais c'est pas lié qu'à ça. Mais c'est en tout cas une élite intellectuellement prête à s'engager, et prête à payer pour ça. Et que la question du service public de l'information et comment on fait en sorte que l'information de qualité, mais sans être prétentieuse, soit accessible à tous. Mais pour ça, il faut aussi créer de l'empathie et comprendre. Ça, on a plus de mal à le craquer. Et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que les acteurs du service public et le financement général de l'information devraient réfléchir. C'est intéressant. Encore une fois, je regardais là les 15 propositions. On parlait des états généraux. Alors, juste les titres. Tu prends juste les titres, tu fais une recherche. Il n'y a pas le mot innovation, il n'y a pas le mot journaliste ou journaliste, il n'y a pas le mot audience ou public. C'est intéressant quand même de se dire pourquoi ces trucs qu'on est les premiers à servir finalement sont pas vraiment là-dedans. T'es pas content des états généraux de l'information? Non, je dis pas ça. Non, mais il y a des choses que tu aurais fait probablement différemment. Après, ça cherche quand même. Ils étaient dans faut aussi le dire, la séquence a été pour 1000 raisons extrêmement compliquée. Oui, il faut le dire quand même. Quand même, il y a eu un bon travail de fait, des bons experts et le travail. Il n'y a pas de doute. Je reviens une seconde quand même sur l'innovation dans le contexte économique un peu compliqué. Tu l'as dit, mais je voudrais quand même qu'on revienne dessus. Évidemment, les médias font face à des défis majeurs, la pression économique, le contexte est un peu dégueu, il faut le dire. Concurrence pour l'attention, notamment aussi par les plateformes, transformation numérique. Comment est-ce que en tant que média, tu dois prioriser l'innovation? Tu as donné quelques éléments, mais si tu devais parler à un média en disant comment prioriser l'innovation aujourd'hui, quand tu as tout ça et que tu n'as plus trop de moyens, c'est dur. Comment tu arrives à faire de l'innovation? C'est un peu comme comment tu refais le budget de la France pour qu'il soit utile et qu'il tienne. Ouais, c'est un peu ça. Donc c'est où tu fais des économies pour dégager des marges de manœuvre plutôt que juste aller chercher d'autres poches à qui tu vas pouvoir taper un peu plus pour faire des choses qui te serviront à rien, quoi. Donc c'est un peu la même équation à résoudre. Donc je pense qu'il y a d'abord un travail d'introspection. Je pense que il y a un travail. L'innovation, c'est aussi savoir arrêter des choses, les lancer, essayer. Ça marche pas, les arrêter, les repositionner, les refaire. Je crois que c'est associer les équipes et les écouter. Je crois que c'est essayer d'entendre les lecteurs aussi. Donc, de sortir de sa bulle, de faire un pas de côté, de penser un peu en dehors de la boîte, comme on dit. Alors, c'est des concepts généraux, mais tous ceux qui ont essayé et qui étaient regardés, prends même Mediapart, je veux dire, au départ, c'était quand même regardé comme on oublie ça. Il y avait Rue 89 d'un côté, Mediapart de l'autre, et tout le monde, je me souviens, dans le milieu, jamais un truc payant ça marchera. Bon, ils ont craqué un modèle, et pourquoi ils l'ont craqué? Parce qu'ils se sont adressés avec, encore une fois, une proposition de valeur très claire. On va faire ça. Ça a un coût, ça se fait pas sans budget, ça va servir un public, une communauté, etc. Voilà, donc je crois que c'est vraiment une interrogation sur les fondamentaux et puis s'inspirer de ce que font les autres plutôt que de se dire puisque ça a marché, je vais le copier-coller, quoi. Voilà, puis savoir faire des choix. C'est quoi les résistances, les freins à l'innovation que tu observes aujourd'hui dans les médias? Spontanément, moi je pense financier parce qu'ils ont plus les moyens et c'est compliqué. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est des organisations qui sont encore trop centrées sur leur quotidien peut-être, qui ont plus le temps?
C'est quoi les freins majeurs à l'innovation? D'abord, faut quand même reconnaître qu'on n'est pas dans la problématique d'il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, ça innove et des innovations, il y en a beaucoup et il y en a un peu tout le temps. Donc, je pense qu'il y a moins de freins qu'il y en a eu. Je pense que la pression économique et le flux informationnel fait qu'on est bouffé par le jour, le quotidien. Et que le frein essentiel est peut-être moins financier que cette énergie qui est mise en permanence à nourrir la bête te permet pas vraiment de t'arrêter, de regarder et de réfléchir et de se poser. Et c'est absolument nécessaire. Donc là, je crois qu'il y a c'est mettre des ressources, dans la responsabilité. Non, mais il y a une responsabilité des managers de presse, qui soient plus côté business ou côté édito, à libérer, à faire des choix en permanence et à libérer du temps pour les équipes, pour les mettre ensemble et réfléchir à son lien avec les audiences et comment on sert les audiences au mieux et qu'est-ce qu'on peut inventer pour aller chercher de nouvelles audiences, comme nouveaux produits, comment on fait de la diversification, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le rôle des influenceurs, des podcasteurs par rapport à ce qu'on offre, comment on redescend un peu d'un piédestal parfois du label journaliste, etc. Voilà, cette remise en question, elle demande du temps, elle est pas simple et elle est nécessaire et elle doit être impulsée avec humilité et aussi en rencontrant le public et un public qui soit pas que des lecteurs d'ailleurs, de son titre. Voilà. Rencontrer ses pairs aussi, sortir ou écouter les Mediarama. C'est aussi une bonne. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y a des projets récents qui t'ont inspiré ou qui t'ont marqué par leur audace ou leur impact, qu'ils aient été d'ailleurs financés par le DNI ou pas, Est-ce que toi, il y a des projets de l'innovation, tu te dis ça c'est quand même pas mal, tu vois? Des projets d'innovation où je me dis ça c'est marqué quand même pas mal. France ou international. Ça peut même remonter ainsi. Non, mais je me dirais, tu sais, c'est il peut y avoir des projets d'innovation, mais je dirais qu'il y a surtout des visions qui m'ont marqué et des gens qui se sont battus sur des visions, tu vois. À un moment, je pense à des gens, ça me vient comme ça, peut-être c'est avec l'actu, qui s'appelle Frontline in Focus, qui sont des gens qui étaient en Syrie, qui ont dû quitter la Syrie, qui se sont réfugiés en Turquie et qui se sont dit mais finalement il y a cette guerre oubliée et nous on est des réfugiés et on se bat pour que la Syrie devienne un endroit où peut-être qu'on pourra imaginer quelque chose de complètement différent, tu vois, le mythe des printemps arabes. Et puis qui intéressait plus personne. Et ces gens-là, ils se sont battus pour utiliser la réalité augmentée pour plonger les gens que ce qu'est la réalité d'un conflit. Évidemment, ça paraît fou parce que d'ailleurs tout le monde regardait ça de très loin et de se dire mais attends. Réalité augmentée, réalité virtuelle, ça y est, c'est fini, ça a jamais marché, tous ces trucs-là, un peu comme on a parlé il y a 2 ans de blockchain. De blockchain. Tout à l'heure, c'est à ça que tu fais référence, ou le NFT il y a 2 ans. C'est sur les dernières sessions du GNI, c'était le buzzword. Chaque année, il y a des buzzwords. Et chaque année, voilà. Et puis à la fin, on a eu IA et machin. Donc, et en fait, on se pose pas. Ces gens-là, finalement, ils ont jamais lâché ce combat. Ils ont fini par avoir des awards, etc. Et ils ont joué un rôle important dans ce qui va être maintenant aussi la reconstruction d'un univers médiatique dans ces pays et dans cette région. Voilà. Et je crois que ces gens qui se battent comme ça sur des convictions, ça finit souvent par payer. Bon exemple. Ludovic, je te propose maintenant de te projeter sur 2025. Enfin, en même temps, c'est pas difficile de se projeter puisqu'on y est depuis Je suis mauvais en prédiction. Ouais, écoute, d'après toi, selon toi plutôt, les grands axes de transformation à surveiller dans les médias. Alors, on a évidemment parlé de l'intelligence artificielle au cœur des discussions. C'en est une forcément, mais est-ce que tu as d'autres choses et peut-être sur l'IA, des usages concrets que tu vois émerger dans les médias? Ah mais allez, on va faire notre IA moment, quoi, parce que tu n'as pas si le choix. On l'a pas, voilà. Pour le coup, je pense que c'est pas qu'un buzzword. L'IA, tu l'as dit, ça transforme tous et on est sur quelque chose de fondamental. On peut se dire, tu vois, la blockchain, on a parlé de plein de choses, on a plein de projets ces dernières années et on faisait des dossiers, donc les buzzwords. Là, l'IA, c'est pas un buzzword. Alors, l'IA n'est pas du tout un buzzword, mais c'est un peu utilisé comme un buzzword. C'est-à-dire que pour te vendre un truc, on te rajoute IA partout. Ouais. Donc, on te met de la sauce. Non, bien sûr. Et je vois bien, notamment dans les missions plus d'accompagnement que j'ai, des patrons de médias qui viennent me voir et qui me disent, bon, faut nous expliquer comment on va simplifier tous nos circuits de distribution avec l'IA et qu'à derrière la tête que tout ça simplifiera, permettra de réduire. Faire des gains de productivité. Voilà, des gains de productivité, etc. D'économiser un peu.
et qui, finalement, je sais pas si tu te souviens de ce qu'on disait sur la data à l'époque. La data avait eu ça un peu, hein. Il me faut de la data, il me faut de la data. Tout le monde en parlait, mais on savait pas de quoi on parle. Ben, je crois que sur l'IA, c'est un peu pareil. D'abord, on dit IA, mais il y a plein de formes d'IA, et notamment une grande différence entre l'IA générative. La IG, celle dont on parle, et l'IA, donc, qui est déjà présente depuis des années. Depuis des années. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, tous ces outils qui sont des outils de recommandation, des outils d'analytics, des outils de prise de décision, etc., des outils business analytics, ça tourne, ça fonctionne depuis très longtemps. L'IA générative, ça va tout impacter, mais en réalité, c'est pas vrai que ça va permettre juste de simplifier, ou bien on va réduire la qualité, on va faire des trucs nullissimes. En réalité, l'IA, faut pas en avoir peur, faut l'apprendre, faut l'utiliser, et c'est une opportunité, finalement, de gagner encore plus en différenciation et en expertise. Et je crois que c'est ça le vrai sujet. C'est comment on utilise l'IA pour arrêter de faire ce qui prend du temps, des ressources à faible valeur ajoutée pour le lecteur au final, et se libérer du temps pour faire des choses qu'une IA ne fera pas, ou bien qu'on fera intelligemment avec une IA, parce qu'on lui fait dire ce qu'on veut. Ouais. Et aujourd'hui, en tout cas nous, typiquement, dans nos outils, là je parle chez Whitebeard, on a utilisé l'IA comme un assistant. C'est-à-dire comme un augmenter un peu le journaliste dans son travail. Proposer des choses aux journalistes. Et le journaliste décide. Ou permettre de rendre beaucoup plus accessibles les contenus. Par exemple, de plus en plus, il y a des sites qui veulent s'adresser à des audiences étrangères dans une autre langue pour mettre leur journalisme à disposition, ou bien qui veulent s'adresser à leur diaspora, qui peuvent ne plus parler la langue d'origine, etc. Bah, l'IA est géniale pour faire de la traduction à l'intérieur des systèmes, permettre de générer des plateformes dédiées. Et là, une fois qu'on a un premier travail fait par l'IA, on peut faire un vrai boulot d'editing dessus. Ouais. On gagne du temps, on travaille, on fait des choses performantes. De l'IA pour proposer des suggestions de titres, à mon avis, pas tellement pour en retenir une, mais pour jouer un peu au ping-pong, comme on pourrait le faire avec son chef de service ou son red chef, pour itérer et trouver le truc qui va à la fois accrocher, etc. Voilà. Donc, quelque part, ça permet d'augmenter son journalisme et permettre de le rendre visible à plus de personnes. Si c'est utilisé comme ça, fantastique. Et puis, il y aura tout un tas d'utilisations beaucoup plus marketing pour générer du leads, etc. Ouais. Donc, comment on peut l'utiliser comme un assistant aux bons endroits, au bon moment? Et je crois que là, ça réclame avant tout de regarder, d'apprendre, de pas penser que c'est juste un truc mécanique qui pourra tout résoudre, mais là aussi, de connaître, de jouer, d'expérimenter. Et à Lorient le Jour, vous l'utilisez juste parce que vous utilisez Whitebeard, c'est déjà, les journalistes sont contents, ils voient, il n'y a pas de résistance, c'est quelque chose avec lequel ils sont à l'aise? Écoute, c'est pas, ça commence quoi. En tout cas, voilà, ça commence. Faudrait en parler là un peu plus avec la rédaction en chef. En tout cas, je peux te dire que quand le red chef voit un peu ce qu'on peut faire, il est très excité par le potentiel que ça donne, par les opportunités créatives. Ouais. Et ça, c'est chouette, quoi. Voilà. Et d'autres actes de transformation à surveiller dans les médias? Peut-être justement, je vais poser la question différemment. Si tu devais lancer ton média en 2025. Sur quel format modèle tu partirais? Parce que tu vois, tu disais que tu étais un grand défenseur de l'abonnement. On voit l'abonnement plafonne un peu, tu l'as dit, c'est une espèce de bulle, alors plus ou moins grande selon le type de média. Mais il y aura une limite, quoi. Ouais, parce voilà. Vraiment, on va casser le modèle. Exactement. Tu lancerais quoi comme modèle de média? D'abord, ma question finalement, et ça a toujours été, ça fait bizarre pour moi qui ai défendu à ce point-là le numérique en général, ma question n'est pas tellement celle des supports, mais celle du journalisme, encore une fois. Et je crois que ce que je ferais, c'est un truc que ça fait des années que je rêve de faire ça. Je pense que les écoles de journalisme ont à la fois font un boulot remarquable, mais en même temps ont rendu un peu les choses un peu trop simples. Et pendant longtemps, c'est sûr que c'est plus simple d'embaucher des gens qui sont formés, qui savent très bien écrire, qui ont un peu les règles scientifiques du journaliste. Voilà. Mais finalement, le plus important dans ce métier, c'est d'aller chercher de l'information et d'aller chercher de la bonne information. Ouais. Ce qui me rend le plus dingue, c'est quand on a une interview typiquement qui est de la communication et qu'on dit exclusivité. Mais quelle exclusivité? On nous l'a donné en exclusivité, mais c'est pas journaliste qui a fait. Qui est allé chercher il a créé un lien de confiance. Ouais. Ok, c'est de la com. Je crois que moi, ce que j'adorerais, et c'était un peu ça les origines de Libération. C'est pour ça que j'avais adoré à ce point-là
ce média, c'était d'aller chercher des gens qui sont dans la vie réelle, dans la santé, dans la banque, dans les assurances, dans la médecine, des experts. Certes, peut-être qu'ils savent pas très bien écrire, mais ils ont de l'info, ils savent l'expertiser, ils savent en faire quelque chose. Et puis derrière, c'est là où à la fois une belle couche d'editing et peut-être qu'on pourra être aidé par l'IA d'ailleurs. Voilà. Et on pourra travailler différemment pour faire sortir d'autres choses. Donc ça, des métiers d'experts. Tu penses que voilà, c'est pas tant de savoir écrire, c'est que d'aller chercher l'information, trouver les experts ou d'être un expert dans son sujet, quoi. Absolument. On vient à ce que tu disais sur contexte, quoi. Quelque part, des gens très experts sur des verticales. Mais on n'est pas forcément obligé de réserver ça au B2B. Non. On peut aussi trouver des façons ensuite de diffuser des choses expertisées de façon beaucoup plus simple et sur tous les supports, voilà. Et puis de construire un peu une courbe. Ouais, absolument. Puis ensuite, on a des projets. Voilà, moi, je suis fasciné par évidemment le Moyen-Orient et ce qui se passe, et je pense que il y a là aussi beaucoup de choses à faire pour permettre à des voix différentes et des perspectives différentes d'émerger. Et je crois que si on n'arrive pas à entendre, pas forcément accepter, mais entendre, écouter, lire la perspective de l'autre, on n'a aucune chance de se sortir, non seulement là-bas, mais ici. Et donc, d'un point de vue journalistique et éditorial, il y a vraiment des choses à faire, que les différentes perspectives puissent émerger de façon plus riche et plus forte et moins clivante que c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Ouais. Eh bien, écoute, merci Ludovic, on arrive au bout de cet épisode. Si tu avais un seul conseil à donner aux médias pour innover en restant pertinent, ce serait quoi? Si on devait retenir un peu quelque chose sur l'innovation, qui est quand même quelque chose qui te drive, hein, on a eu d'autres sujets, mais si tu avais un seul conseil à donner. Toujours le jeu difficile, mais je crois que donnez-vous du temps pour ça, cassez les silos, construisez avec les équipes, et tout le monde a le droit d'avoir une bonne idée dans une boîte de presse, quoi. Il y a ni que les journalistes d'un côté, ni que le business de l'autre. C'est en mélangeant un peu tout ça qu'on arrive à avoir des trucs différents. Et puis une fois qu'on a créé un peu on a remué un peu la boîte à idées, il faut du leadership pour arriver à le mettre en place de façon rapide, de façon itérative, parce que c'est pas l'idée de départ qui va forcément être celle qui le point d'arrivée. Voilà, donc on a déjà démarré ce processus. Voilà, et puis savoir arrêter quand ça marche pas et partir sur autre chose. Ça, c'est important. Tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais savoir arrêter des projets, c'est quelque chose dans l'entrepreneuriat qui est hyper important et qu'on doit retrouver là. Et donc, d'où l'importance aussi, c'est la méthodologie, hein, mais dans un projet, d'être capable d'avoir des points d'étape et puis des KPI, en tout cas, de se dire, voilà, si on les a pas, on doit tuer. Rien de pire qu'un projet zombie qu'on continue, qui coûte de l'argent et qui fonctionne pas, quoi. Il faut être capable de tuer. Donc des objectifs au départ. Des objectifs. Et puis ensuite des KPI pour mesurer un peu comment ça s'est aligné. Comment c'est aligné, exactement. Dernière question qui est plutôt le gimmick du podcast. Qu'est-ce que tu as un truc cool à nous conseiller, Ludovic? Cool dans la vie en général. Ouais, dans la vie en général, quelque chose qui peut être très très perso, ce que tu veux, qu'est-ce qui est un truc cool. Et après le cool, on pourrait définir qu'est-ce que le cool Moi, le truc cool, c'est faire du vélo, parce que ça fait 20 ans que je fais du vélo à Paris, et puis que à chaque fois que je suis un peu bloqué sur quelque chose, mes 15 minutes à vélo te permettent de... Voilà, et je reviens un peu plus frais. Donc je sais pas. Eh ben si. Tu me prends un peu comme ça, mais j'ai toujours trouvé ça cool ce moment-là. Eh ben écoute, faites du vélo. Surtout qu'à Paris, c'est quand même vachement transformé ces dernières années pour le vélo. Moi, je suis à Bordeaux maintenant, comme tu le sais, et petite ville pas mal de vélos, mais je vois qu'à chaque fois que je reviens à Paris, vers Réaumur, etc., je suis vraiment choqué du nombre de vélos, de gens qui utilisent le vélo. Bon, là, il y a du bon et du moins bon, et je suis pas sûr qu'en 1 heure d'émission, on puisse... Non, débat de ce sujet-là. Mais en tout cas, partout, t'es en vélo. Là, t'es en vélo? Eh ben, écoute, il se trouve que là, je ne suis pas à vélo. Voilà, tu viens de me coincer. Mais et je regrette parce que il faisait pas beau quand je suis arrivé. Et là, je vois le soleil et donc je le regrette. Mais voilà. Mais c'est l'exception qui confirme la règle parce que je suis toujours à vélo. Merci Ludovic pour cet échange passionnant, pour ta transparence aussi sur tes retours d'expérience, de tout ce que tu as vécu chez Google pour les médias et pour ton amour des médias qu'on sent quand même en filigrane de cet échange. Écoute, bonne chance pour tes aventures. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut travailler avec toi ou discuter avec toi? C'est sur LinkedIn? C'est quoi le meilleur moyen?
Tout marche. Alors, tout marche. Nom, prénom, ludovic.blecher@gmail.com, c'est mon perso. Ma boîte, lblecher@ideation.fr ou LinkedIn, voilà. Super. Si on veut me trouver, on me trouve. Et je réponds à tout le monde. Oui, c'est quelque chose d'un point important. Tu le disais, et on en parlait un peu avant, tu réponds à tout le monde. J'aime bien. T'as à chaque fois l'exemple du blogueur burkinabé. Il est venu, je crois, de le voir. C'est vrai. Oui, mais c'est bien. Parce qu'il y en a. J'ai fait la dernière fois à la presse au futur une interview pour le Soleil au Sénégal. Ah ouais, absolument. Une petite interview vidéo sur l'IA. C'était assez marrant. J'étais ravi de le faire. Merci Ludovic encore une fois. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.